Hola, muy buenos días y gracias. Bonjour à tous et merci beaucoup de vous connecter ici à cette séance d'information de l'Organisation panaméricaine de la santé sur la pandémie COVID-19 dans la région des Amériques ce mercredi 26 mai 2021. Je suis Sébastien Olien du département de communication de l'OPS et cette séance durera environ 1 heure. Nous avons déjà reçu vos questions par le courriel, mais vous pouvez poser vos questions à travers le bouton Q et A. N'oubliez pas d'y apposer votre nom et les médias auxquels vous appartenez. Je vous rappelle également que nous avons l'interprétation simultanée vers l'anglais, le portugais et le français. Vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez écouter en cliquant sur le bouton interprétation. Aujourd'hui, la directrice de l'OPS, le docteur Carissa Etienne, vous informera sur la pandémie dans la région et les impacts que cette pandémie a eu sur les femmes et notamment sur les femmes enceintes. Avec le docteur Etienne, nous aurons la présence du docteur Jarbas Barbosa, directeur adjoint de l'OPS, le docteur Ciro Ugarte, directeur des urgences sanitaires, et le docteur Sylvain Aldigueri, directeur des incidents pour la COVID-19. J'invite le docteur Etienne pour qu'elle partage ses remarques initiales pendant cette séance de presse. Bonjour Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette conférence de presse. La semaine dernière, on a observé plus d'1,2 million nouveaux cas de COVID et 31 000 morts sur le continent américain. Ces chiffres ne changent pas ces dernières semaines, mais ils soulignent une tendance inquiétante. Les cas et les morts plafonnent à un plateau qui est alarmant, qui est très haut. Effectivement, la semaine dernière, 4 des 5 pays qui ont signalé le plus grand nombre de nouvelles infections étaient situés dans notre région, dans les Amériques. Et les pays latino-américains sont ceux qui comptent le plus de taux de mortalité dans le monde entier. Dans les Caraïbes, Trinidad et Tobago a déclaré une urgence nationale suivant l'épidémie récente de COVID, tandis que Cuba continue à signaler des nouvelles infections en nombre préoccupant et que Saint-Vincent et les Grenadines observent toujours des pics de contagion après les dernières éruptions volcaniques qui ont provoqué le déplacement de gens dans des abris. Nous sommes également soucieux de tendances en croissance pour les hospitalisations en Haïti. Les pays d'Amérique centrale signalent également des pics de contagion, y compris Costa Rica, le Panama, Belize et Honduras, où le taux d'occupation des lits d'urgence dépasse les 80%. En Amérique du Sud, le Chili, le Pérou et le Paraguay ont enregistré des baisses dans les nouvelles infections. Cependant, l'Uruguay, l'Argentine et le Brésil observent au contraire une augmentation des infections de COVID, et ce qui met en danger plusieurs semaines de progrès. La Bolivie signale une augmentation importante des cas et des morts, et la Guyane connaît ses plus forts taux de cas et de morts depuis le début de la pandémie. Malgré des infections en nombre important, de nombreuses personnes et endroits ne respectent plus les mesures publiques de santé publique et que nous savons qu'ils sont efficaces contre la COVID. Et de nouveaux chiffres suggèrent que that COVID deaths are being significantly undercounted. Au niveau. La semaine dernière, l'OMS a annoncé que les morts de par la COVID ont été minorés de façon significative. Selon les nouvelles projections, beaucoup plus de gens meurent de complications de la COVID ou d'impact indirect de la pandémie, comme des ruptures de services essentiels qui ont mis leur santé en danger. Près de 3 400 000 morts ont été signalés depuis le début de la pandémie, presque la moitié d'entre elles sur le continent américain, les chiffres réels devant être encore plus élevés. En 2020,
les morts ont plafonné à 1 800 000 personnes, mais les vrais chiffres sont estimés à 3 millions de gens, à peu près le double des chiffres qui ont été signalés l'an dernier. Ce qui est inquiétant, c'est que la moitié de ces morts ont eu lieu ici, dans les Amériques, ce qui montre l'impact démesuré de cette pandémie sur notre région. Aujourd'hui, je voudrais mettre en évidence l'impact dévastateur dans le domaine de la santé, de la société et de l'économie que ce virus a eu sur les femmes. Comme dans le reste du monde, les femmes représentent 110% des travailleurs de la santé en Amérique latine et dans les Caraïbes, et elles portent la majorité du fardeau de notre réponse contre la COVID. Même en dépit de tout ce qu'elles font en première ligne, ce sont ces femmes qui sont touchées par l'impact économique de ce virus le plus fortement. Dans notre région, les femmes sont plus susceptibles que les hommes de vivre dans une condition misérable, d'accepter du travail non rémunéré ou d'avoir perdu leur travail pendant les premiers mois de la pandémie. En ce moment même, les latino-américaines doivent faire face à un dilemme impossible entre gagner leur vie et protéger leur santé. Et pour beaucoup, les soins de santé sont hors de portée. Malheureusement, comme les systèmes de santé ont donné la priorité aux patients du COVID, les femmes ne peuvent plus disposer des services de santé essentiels pour leur santé et leur bien-être. Selon les estimations de l'ONU, jusqu'à 20 millions de femmes sur le continent américain auront arrêté leur contraception pendant la pandémie, soit parce que ces services ne sont plus disponibles ou parce qu'elles ne peuvent plus se payer ces produits de contraception. Mais ne parlons pas seulement de services concernant la reproduction qui ont subi des impacts. Les femmes enceintes et les soins post-natalité ont également connu des ruptures dans pratiquement la moitié des pays sur le continent américain et en exposant les femmes enceintes et les nouvelles mères au risque. Si cela continue, cette pandémie effacera plus de 20 ans de progrès dans l'élargissement de l'accès aux femmes à la planification familiale et à la lutte contre les morts maternelles. Presque toutes les morts maternelles peuvent être évitées et même si on revient au niveau pré-pandémie de la mortalité maternelle, qui était déjà très élevé, on pourrait mettre 10 ans à revenir à ce niveau. Prenons une minute pour parler de ce que ça signifie pour ces femmes enceintes, celles qui doivent passer toute leur grossesse sans voir un médecin. Comme nous tous, les femmes enceintes sont exposées à l'infection de la COVID-19, mais comme leur système immunitaire change au cours de la grossesse, les femmes enceintes sont plus vulnérables aux infections respiratoires, comme la COVID-19. Une fois qu'elles tombent malades, elles ont tendance également à développer des symptômes plus sérieux qui requièrent une intubation, ce qui peut mettre le bébé et sa mère les exposer au risque. Les données de 24 pays montrent que plus de 200 000 femmes enceintes sont tombées malades de la COVID dans les Amériques et au moins 1000 d'entre elles sont mortes de complications de la COVID. Le risque pour leur vie dépend également d'où on tourne notre regard. Alors qu'en Argentine, au Costa Rica et en Colombie, les femmes enceintes ont moins d'1% de chances de mourir de la COVID, le risque pour leur vie monte à 5% au Honduras et il est le plus haut au Brésil à 7%. Par conséquent, alors que nous commémorons cette semaine, la Journée internationale d'action pour la santé des femmes, nous exhortons les pays à faire cela, exactement cela, à agir. Les preuves scientifiques montrent que les femmes enceintes sont plus exposées aux maladies graves
et à l'hospitalisation lorsqu'elles sont infectées par le virus SARS-CoV-2. Donc, nous pourrions commencer par garantir que les femmes et les filles ont accès aux services de santé dont elles ont besoin, tels que les services de santé reproductive et sexuelle, et que les soins prénatals et périnatals vont continuer pendant cette période. Il nous faut nous rappeler que les défis et les inégalités auxquelles nous étions confrontés avant la COVID n'ont pas disparu et qu'elles n'ont fait qu'empirer et qu'ils sont ignorés. C'est la raison pour laquelle il nous faut protéger la vie de ces femmes et que cela devienne une priorité collective. Muchas gracias, doctora Etienne. Vamos a pasar ahora a responder Merci, a la... Dr. Etienne. Nous allons maintenant répondre aux questions qui nous ont été envoyées par le courrier électronique et qui nous sont parvenues également à travers le forum questions et réponses. La première question qui nous est arrivée est de Mariana Vieira de Métropolis au Brésil et en anglais. Mariana Vieira dit en anglais, je voudrais savoir quelle est la position de l'OPS et de l'OMS sur la vaccination pour les femmes enceintes. Est-ce qu'ils la recommandent? Est-ce que le vaccin AstraZeneca est sûr pour les femmes enceintes? Merci pour cette question importante qui vient juste après mes remarques là-dessus, parce que les femmes enceintes dans le monde entier doivent faire face à beaucoup d'incertitudes. Mais comme je l'ai souligné dans mes remarques, les preuves scientifiques montrent que les femmes enceintes sont plus vulnérables aux infections respiratoires telles que la COVID-19. Ces données montrent également que si on compare aux femmes qui ne sont pas enceintes, celles qui attendent un bébé ont une plus grande probabilité de développer des symptômes plus sérieux quand elles attrapent la COVID et ont besoin d'être hospitalisées, d'être intubées, ce qui peut mettre la vie de leur bébé et leur propre vie en danger. Nous savons ceci, mais les données sur la vaccination contre la COVID sont beaucoup plus limitées. C'est la raison pour laquelle l'OMS a réuni un groupe stratégique consultatif d'experts sur la vaccination, SAGE, dans son abréviation en anglais, SAGE, qui a analysé les données disponibles sur les 5 vaccins qui ont reçu l'autorisation d'usage d'urgence de l'OMS, Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca et Sinopharm. Et donc, ce groupe d'experts déclare qu'il n'y a pas assez de preuves pour recommander ces vaccins contre la COVID-19 à toutes les femmes enceintes. Cependant, ce groupe a recommandé que les femmes enceintes et les mères qui allaitent devraient quand même utiliser, avoir recours à ces vaccins lorsque les bénéfices de la vaccination compensent les risques potentiels. C'est la raison pour laquelle nous encourageons les femmes enceintes et les mères allaitantes, des groupes à haut risque, tels que les professionnels de la santé ou les femmes qui portent des comorbidités, de parler à leur médecin traitant sur les risques et les bénéfices de la vaccination. Les essais cliniques et les analyses de la vaccination réelle sont également en cours pour évaluer la sécurité et l'efficacité de ces vaccins contre la COVID chez les femmes enceintes et nous continuerons à vous informer des résultats et des recommandations du groupe SAGE. Pendant ce temps-là, il est très important que les femmes enceintes et les mères allaitantes respectent les mesures de santé publique dont nous savons qu'elles marchent contre le virus. Donc, porter un masque, maintenir une distanciation sociale, éviter un contact avec des individus qui vivent hors de leur foyer et éviter les espaces fermés, bien sûr, sans ventilation. Sont donc bien entendu importants pour maintenir ces femmes enceintes et leurs bébés en sécurité. Merci, Dr. Etienne. La question suivante nous vient de Michel Marchanti du Miami Herald. Une question de Michel Marchant en anglais également. À quoi ressemblera la vie d'ici un an avec la pandémie? Des experts de santé comme le professeur Anthony Fauci dit que la COVID sera contrôlée mais pas éradiquée. Si c'est le cas, quels sont les critères que l'OMS va utiliser
pour décider si, pour dire que la pandémie est terminée? Quel est le pourcentage du monde qui doit être vacciné ou quel est le nombre maximum de nouveaux cas mondialement pour considérer que l'épidémie est terminée? Merci pour cette question. Il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer dans un an parce que à quoi va ressembler le monde dans un an? Ça dépend très étroitement de l'accès au vaccin. Et beaucoup de pays ont encore un accès très limité au vaccin. Je suis d'accord avec le professeur Anthony Fauci. Nous ne parlons pas d'éradication de la COVID-19 en un an. L'éradication arrive quand nous avons complètement éliminé une maladie comme la varicelle. Et donc, dans des pays où il y a de la surveillance. Dans le contrôle, c'est quand il y a une surveillance, la variole. Donc, quand il n'y a pas de danger significatif pour la société, pour la santé, nous espérons que d'ici un an, nous aurons contrôlé cette pandémie, mais une fois de plus, c'est très lié à l'accès large à tous les pays dans le monde aux vaccins dont ils ont besoin. Nous ne savons pas encore quels sont la couverture, le niveau de couverture de l'immunisation pour contrôler cette pandémie. Certaines estimations parlent de 70 à 90%. Donc, pour atteindre ces niveaux de couverture, l'objectif principal que nous avons maintenant est qu'avec ce type d'engagement dans le monde entier, nous atteindrons d'ici un an le contrôle de cette maladie et que les sociétés pourront reprendre leur vie normale. Merci, docteur. La prochaine question nous vient de Victoria Daneman de Wichel et qui nous dit qu'au Chili, un laissez-passer de déplacement sera autorisé aux personnes vaccinées sans restriction. Et la question qu'elle pose est si l'OPS recommande ce genre d'initiative. Merci de ta question. Ceci s'applique à beaucoup d'autres pays dans lesquels la population est en train de recevoir les 2 doses de vaccin et les pays prennent des mesures de réouverture, de flexibilisation pour les personnes qui ont été vaccinées. L'OPS est au courant de cette mesure prise par le Chili et ainsi, on a partagé certaines considérations et certaines remarques sur cette mesure qui, a priori, nous considérons qu'il s'agit d'une mesure qui peut avoir un impact très positif. C'est raisonnable par rapport à l'analyse qui a été faite sur les personnes protégées, mais devrait prendre en compte certains aspects importants comme l'équivalence, l'accès équitable au vaccin et les certificats qui seraient remis à cette occasion. Ceci devrait comprendre les populations des zones, des villes urbaines qui reçoivent leur dose de vaccin, mais devrait inclure également les populations autochtones, les migrants, les populations qui habitent dans des zones éloignées et rurales et les migrants qui devraient recevoir le vaccin et qui pourraient améliorer leur déplacement, qui est une question très importante pour la récupération financière de cette population. Il nous semble qu'il est important de voir d'autres possibilités pour les personnes qui, pour des questions de santé, ne peuvent pas se faire vacciner. Bien évidemment, la stratégie de vaccination du Chili est réussie et si nous analysons l'ensemble des raisons pour lesquelles les populations sont en train de se vacciner, il est important de continuer à conserver les mesures de santé publique, c'est-à-dire ces mesures doivent être mises en œuvre en même temps que ces laissez-passer de mobilité soient appliqués. C'est très important. Le Chili a
essayer cette situation. Par conséquent, les mesures qui sont en train d'être mises en œuvre simultanément au sujet des restrictions de déplacement pour les personnes qui n'ont pas été vaccinées et également au sujet des transmissions, des possibilités de transmission communautaire. Malgré tout cela, il faut continuer à appliquer les mesures sanitaires parce que nous ne sommes pas encore loin de l'augmentation de la transmission, de la possibilité. Ainsi, nous avons un conseil indépendant du ministère de la Santé à la disposition. Ni toutes les populations et ni toutes les zones de travail pourraient représenter un risque faible, mais ce sont des mesures qui doivent être adaptées conformément à la mise en œuvre de ces mesures au Chili, et ceci se passe dans beaucoup de pays ou dans des pays où les mesures adoptées pour la population totalement protégée se tiendra d'une manière générale, mais il n'y a pas comment prouver si ces personnes sont vaccinées ou pas lorsqu'elles se trouvent dans des situations en contact avec d'autres personnes, par exemple dans des endroits d'agglomération, parce que cette personne peut dire « je suis vaccinée » et en fait, elle ne l'est pas. Merci. Merci, docteur. La question suivante, qui est liée au vaccin, nous vient de Daniel Collin de TN23 au Guatemala et de Ochoa au Mexique. Daniel nous dit « Les autorités gouvernementales guatémaltèques continuent de souligner le retard du mécanisme COVAX dans la livraison des vaccins, notamment parce que le pays voisin, en l'occurrence le Salvador, a reçu un nouveau lot. Quel est le calendrier de livraison prévu pour le Guatemala par COVAX ?» Et Merina Ochoa de Uno TV au Mexique dit que l'OPS a informé au mois d'avril qu'à partir du mois de juin, 70% des doses seront administrées par le mécanisme COVAX et elle veut savoir si cela va se tenir ainsi. Merci de ces deux questions. Pour répondre à la dernière question, ce que nous savons, c'est qu'au deuxième semestre, l'accès sera plus ample plus élargi à travers le mécanisme COVAX. C'est pour cela environ 30% seraient remises et livrées lors du premier semestre et le reste au deuxième semestre. Tout ceci, tout le monde connaît les difficultés que subit COVAX parce qu'un des grands fournisseurs de COVAX n'a pas l'autorisation du gouvernement indien pour remettre les vaccins qu'il s'était engagé à livrer. Il y a des limitations, mais nous espérons grâce aux autres producteurs qui vont commencer à fournir leurs vaccins à COVAX, comme Janssen, Sinopharm, Janssen, au sujet du Guatemala. Le Guatemala se trouve en un processus maintenant. Le pays doit nous remettre la confirmation de son accord concernant l'estimation des paiements, des doses qu'ils vont recevoir. Lorsque le pays confirme cet accord et nous fera le paiement, 2 semaines après environ, les vaccins seront livrés. Il y a également des accords qui sont en train d'être terminés entre Pfizer et le Guatemala. Et pourquoi est-ce que les vaccins sont arrivés à El Salvador et pas au Guatemala? C'est parce que tous les pays ne peuvent pas recevoir en même temps. Qu'est-ce que fait le mécanisme COVAX? À travers un algorithme qui le fait d'une manière tout à fait aléatoire, décide les pays qui seront livrés. À la fin de tous les tours de livraison, tous les pays recevront la même proportion par rapport à la population. Il n'y a par conséquent pas de
pays qui soit plus favorisé que les autres. Il n'y a pas de préférence. C'est un comité et des experts internationaux qui font des audits continuels sur la distribution équitable des vaccins. Le Guatemala va recevoir ces vaccins et nous travaillons auprès du gouvernement de ce pays pour que les livraisons se fassent le plus rapidement possible. Merci, docteur. Et les questions suivantes qui concernent les variants, Erin Jones de Verify en anglais. Erin Jones, question en anglais. Récemment, il y a de la désinformation qui se répand en ligne et qui prétend que les vaccins contre la COVID-19 créent des nouveaux variants du virus. Est-ce que vous avez des déclarations ou des informations pour réfuter ces informations? Quels sont les soucis avec l'arrivée du variant indien au Brésil et est-ce qu'il peut y avoir un impact sur la région? Professeur Aldigueri. Merci pour ces deux questions qui sont assez différentes l'une de l'autre. En fait, concernant les vaccins et les variants de la COVID-19, d'abord, il est important de mentionner que l'émergence des variants est un processus biologique motivé par la transmission intense et la réplication, la duplication des vaccins. Les vaccins eux-mêmes ne sont pas des virus complets ou ne sont pas composés de... Non, ils sont composés de variations qui ne sont pas capables d'évoluer tout seuls. Donc, ils peuvent varier pour devenir des variantes. Mais il est possible qu'après un certain délai, les virus évoluent partiellement pour éviter la réponse immunitaire générée par les vaccins. Il s'agit d'un processus naturel que nous savons et qui arrive avec les autres virus, comme le virus de la grippe, par exemple. C'est la raison pour laquelle il est possible que les vaccins doivent être mis à jour dans une année ou deux. Cependant, les licences actuelles, l'autorisation actuelle des vaccins qui sont en circulation se sont montrées efficaces contre les variants inquiétants et les variants d'intérêt, qui présentent un intérêt. Concernant votre deuxième question sur les variants qui ont été d'abord identifiés en Inde, comme la lignée 617, en début de semaine, cette lignée des variants a été détectée dans 10 pays depuis l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et dans les Caraïbes. La plupart de ces présences sont liées aux voyages internationaux. Néanmoins, jusqu'à cette semaine, aucune transmission communautaire n'a pu être associée à cette lignée B1-617. J'espère avoir couvert les deux questions qui m'ont été posées. Merci. Merci. La question suivante est de Rosemary Sternal de l'agence latino-américaine de la presse en Argentine. Comment valorise l'OPS l'avancement des 5 candidats vaccinaux développés par Cuba contre la COVID, comme Soberana, Zero Dose, etc., se trouve dans l'étape d'essais cliniques. Et elle dit également que les essais cliniques qui ont été développés de ces 2 candidats à vaccin ont montré une sécurité, une homogénéité, et si l'on pouvait démontrer leur efficacité, est-ce qu'ils pourraient être utilisés en situation d'urgence? Et elle demande si l'OPS recommanderait d'inclure ces produits dans le mécanisme COVAX. Docteur Barbosa, merci de cette question. C'est très important
d'avoir des projets de développement de vaccins dans la région. C'est un souci pour l'OPS de comment pouvons-nous travailler d'une manière plus coordonnée avec les pays, pas seulement avec les ministères de la Santé, mais avec les ministères de l'Industrie et du Commerce pour augmenter la capacité productive de vaccins dans la région et diminuer la vulnérabilité que la région présente. Il me semble que c'est quelque chose de très important et peut-être un projet à moyen ou long terme que les pays de la région doivent avoir comme une priorité. Il est très important de reconnaître tous les efforts que tous les pays, que le Cuba également le font pour développer tous les vaccins, doivent répondre aux mêmes critères et aux mêmes méthodologies. Faire des tests dans les laboratoires pour rassembler les informations sur la capacité de production d'anticorps, leur sécurité, et après viennent les essais cliniques de la phase 1 avec un petit groupe de volontaires en bonne santé pour confirmer que le vaccin est sûr, puis la phase 2 avec un groupe plus large pour confirmer la sécurité et vérifier la production d'anticorps, et nous passons à l'étape 3 qui est obligatoire. Sans avoir les données de l'étape 3, il n'est pas possible d'affirmer si un vaccin ou un candidat à un vaccin est sûr et s'il peut produire la protection nécessaire. Ceci n'est possible à formuler qu'après la phase 3. Après cette phase 3, les vaccins se préparent pour avoir le registre et le permis des autorités nationales. Et si le vaccin veut participer au mécanisme COVAX, il doit recevoir l'autorisation d'utilisation d'urgence. Lorsqu'on complète ce cycle, le vaccin est prêt pour être considéré par COVAX. En ce moment, il me semble qu'il est important de valoriser le vaccin de Cuba, mais il nous faut attendre la conclusion de la phase 3. Comme nous l'avons dit, peu importe la nationalité des vaccins, tous les vaccins sont bienvenus. Le plus de vaccins que nous puissions avoir, ce sera le mieux parce que une plus grande partie de la population pourra avoir accès. Mais les critères sont appliqués à tous les vaccins, indépendamment de là où le vaccin a été produit. Nous espérons que ces études et ces essais cliniques soient conclus et qu'ils soient positifs pour que nous puissions avoir plus d'options de vaccins. Mais il faut attendre, comme nous l'avons fait avec tous les autres vaccins, la publication des données dans des revues scientifiques après la phase 3 et puis après les opinions des autorités de réglementation et de l'OMS. Merci, docteur. La prochaine question est en rapport avec les écoles de Charlemagne, Question qui de nous vient de Nelsia Nelsia Charlemagne de Charlemagne la de Choice Choice TV de TV à Sainte-Lucie Sainte-Lucie et d'une et télé de du Ochoa au Mexique en Mexique. anglais. Quel rôle jouent les écoles dans la dissémination de l'épidémie COVID-19? Est-ce que les élèves devraient revenir à un enseignement présentiel en ce moment? Medina Ochoa au Mexique, question semblable en anglais. Est-ce que l'OPS considère que la reprise de l'école présentielle au Mexique en juin va être préjudiciable? Merci pour ces questions. Dans le contexte de la pandémie, la protection personnelle et la distanciation sociale sont au cœur de la réponse à la protection, y compris bien sûr l'usage de masques. Tout ce qui est de toute autre activité de la vie quotidienne, les écoles jouent un rôle important. Donc, toutes ces mesures, elles doivent garantir que ces mesures sont déployées en leur sein. Par exemple, recourir aux activités didactiques à distance, des mesures
environnementales qui doivent être bien définies à travers le protocole qui doit être mis en place par les autorités locales et éducatives. dans les milieux Et d'affaires. les responsables de tout établissement éducatif, donc en Les étroite agences de collaboration notation avec les ont autorités également éducatives. augmenté Dans le ce poids contexte d'une transmission intense de la COVID-19, la réouverture des établissements scolaires doit être considérée, qu'elles attribuent à la devrait prendre en compte qualité également des pratiques d'autres des ECS mesures étendues aux communautés. Il définies est important de considérer, de prendre en compte la transmission du notation virus à dans leur conséquence zone, dans leur de la secteur, décision et de Moody's procéder à la réouverture des établissements scolaires avec l'enseignement présentiel si les autres mesures sont mises en place. Ça ne me surprendrait pas de reconnaître que, comme le mentionne le secrétariat de la santé du Mexique, la solide en réouvrant les écoles, le situation nombre de cas financière augmente. de Vallée reconnaît également C'est une la situation valeur des où le mesures transport, que Vallée a mises en œuvre quand les élèves se déplacent, mais les professeurs également, jusqu'à présent et d'autres qui ne sont pas, pour personnes ne sont pas améliorer complètement vaccinées, la pourront gestion effectivement augmenter environnementale, la transmission. Ce sont sociale des et données qui doivent être de prises en gouvernance considération parce que les écoles ont fermé longtemps et cela a touché principalement les y personnes de compris moindre ressources principalement et les populations qui ne les peuvent pas se aspects permettre, de par exemple, gouvernance de suivre les liés cours en ligne. à notre Donc, c'est capacité une à autre gérer décision les risques déontologique qui doit être prise en compte. Je voudrais souligner également que cette décision concernant le Mexique, mais également Sainte-Lucie, font partie d'une réponse générale pour la réouverture de l'économie. Et donc, ce sont des mesures à être prises, comparées avec d'autres mesures concernant d'autres communautés. Donc, il faut également inclure les professeurs dans, pour et qu'ils soient traités comme prioritaires pour la vaccination afin que les écoles puissent rouvrir si les vaccins sont disponibles et que les autres groupes prioritaires ont déjà été vaccinés. Merci, docteur Ugarte. Les questions suivantes nous viennent de Gisela Salomon de l'agence AP et de Calgiva de l'agence AFP. Gisela nous dit, à quoi attribuez-vous la détérioration de la situation en Argentine et en Uruguay? Quelles sont vos projections pour ces deux pays et quelles sont vos recommandations? Et Alina nous demande quelle est l'évaluation que l'OPS fait concernant le cône sud, notamment l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, et pourquoi les cas de décès ne sont pas dans ces pays. Docteur Alighieri, merci. Je vais essayer de joindre ma réponse pour les trois questions. Pendant les 4 premiers mois de l'année 2020-2021, nous avons observé une évaluation qui nous a soucié de la COVID dans tous les pays du cône sud, y compris les États du sud du Brésil, le Paraguay, le Chili, l'Uruguay et l'Argentine. Mais il est important de mentionner également que les pays du cône sud ne se trouvent pas tous au même moment, au même niveau à l'heure actuelle. Il y a eu une séquence, bien que dans certains pays tels que le Chili, nous avons observé une chute graduelle des cas, mais qui s'est suivie à une mise en œuvre stricte des mesures de sécurité publique. Bien évidemment, le taux des hôpitaux continue très élevé. Bien évidemment, il y a une combinaison complexe de plusieurs facteurs épidémiologiques, mais néanmoins, la séquence de grands déplacements de population à cause du Nouvel An, le Carnaval, la Semaine Sainte et d'une mise en œuvre très faible des mesures de santé publique a contribué à la détérioration pendant cette année.
Pour le cas de l'Argentine, il y a une incidence majeure sur les adultes jeunes entre 20 et 50 ans qui se concentrent davantage sur le groupe de 30 à 40 ans. Ceci peut être associé à leur déplacement qui est plus importante, ajouté à la fatigue concernant les mesures de restrictions adoptées par la santé publique et également, en particulier, la non-utilisation du masque. Dans le cas de l'Uruguay, l'augmentation de ces tendances a eu une évolution énorme au mois de mars et au mois d'avril. Il y a eu toujours plus de 92 000 personnes ont été diagnostiquées ayant le COVID-19, mais notre principale préoccupation est maintenant historiquement, dans les pays du cône sud, c'est la saison, cette saison maintenant qui commence est la saison où surgissent des virus comme influenza, par exemple. Et dans ce contexte, la mise en œuvre stricte et le suivi strict par la part de la santé publique des pays du cône sud doivent être appliqués pour répondre et contrôler à cette vague du COVID-19 dans cette partie du continent. J'espère avoir répondu aux questions de AP et de AFP. Merci, docteur. La question qui suit nous vient de Toibias Kausen, qui est correspondant pour Well. Il nous demande quelle est l'importance d'une campagne de vaccination rapide pour freiner la vague actuelle du coronavirus en Argentine. Merci pour cette question. Je suis le docteur Barbosa. Ce vaccin peut être utilisé. Il n'y a pas jusqu'à maintenant, jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas vu l'utilisation du vaccin dans aucun pays pour réduire la transmission. On utilise le vaccin pour pouvoir faire en sorte que les services de santé, les services sociaux essentiels puissent continuer à fonctionner en vaccinant les personnels soignants, etc. Le deuxième motif de la vaccination, c'est de sauver des vies par les personnes, par exemple, qui ont des comorbidités, qui peuvent être également tomber malades gravement à cause du COVID-19. Et ceci va tarder plusieurs mois jusque l'on puisse atteindre la vaccination totale de ces groupes prioritaires, les mesures qui peuvent fonctionner, et nous avons des évidences à ce sujet pour, dans l'immédiat, diminuer la vitesse de la transmission et faire en sorte que le nombre de cas puisse diminuer plus rapidement. Ce sont les mesures de santé publique, l'utilisation de masques, la distanciation physique entre les personnes, éviter les endroits fermés, les agglomérations et également, cela dépend bien évidemment de la situation de chaque pays, également les mesures que les autorités peuvent utiliser pour diminuer le déplacement des personnes. Ceci a fonctionné en Amérique latine, aux États-Unis, partout, parce que d'une manière immédiate, conjointement avec d'autres mesures comme l'accès élargi aux tests pour identifier ceux qui sont porteurs du virus, enfin tout ce package de mesures peut avoir un impact immédiat lorsqu'il s'agit de mesures qui sont bien mises en œuvre, qui ont le soutien de la population et la capacité de freiner immédiatement la transmission, tandis qu'on continue à élargir la vaccination pour pouvoir protéger les plus vulnérables et sauver des vies. Merci, merci docteur. La question suivante nous vient de Noël Pérez Miranda, de l'article 66 au Nicaragua. Il dit: le dernier rapport du ministère de la Santé
du Nicaragua indique qu'il y a 91 nouveaux cas d'infection par le COVID-19, cependant continue de signaler un décès par semaine. D'autre part, l'Observatoire citoyen COVID-19 fournit des données qui triplent les chiffres. Comment l'OPS collabore-t-elle les données de l'institution corrobore-t-elle les données de l'institution sanitaire du pays? Et également, il demande, l'OPS a-t-il déjà livré toutes les doses de vaccin COVID-19 au Nicaragua ou un autre lot manque-t-il encore? Docteur Ugarte, l'OPS reçoit des informations à travers les canaux, des chaînes internationales. Ce sont des rapports qui contiennent des informations qui ne sont pas souvent parfaitement détaillées. À travers ce canal de réglementation internationale, l'OPS demande des informations supplémentaires, agit et dialogue avec les pays. Dans le cas du Nicaragua, en demandant des informations supplémentaires au sujet de la situation de la pandémie et les effets que celle-ci a sur la population, y compris des rapports qui nous viennent d'autres sources pour pouvoir confirmer les informations qui sont différentes de celles des informations officielles. Les dernières informations que nous avons reçues, c'est à travers la presse qui confirmait les cas et un décès, exactement comme la question le pose. Le pays concernant le vaccin a reçu une livraison de 132 500 doses. Il y a encore 2 livraisons qui sont en suspens, qui seraient prévues pour les livrer à 2 reprises, une de 216 000 et l'autre avec les doses suivantes pour pouvoir couvrir ce semestre. Mais nous connaissons les limites et de la disponibilité du vaccin qui, dans le cas du Nicaragua, vient d'Inde, en tenant compte de la situation de transmission et de contagieux et d'infection en Inde. Donc, le mécanisme COVAX est en train de voir d'autres livraisons et fournira des informations en temps opportun au Nicaragua. Il y a des pays qui reçoivent des informations au sujet d'autres vaccins, mais dans le cas du Nicaragua, les vaccins nous viennent d'Inde. Merci, docteur. La question suivante, qui est en rapport avec le Haïti, nous vient de Laura Strickland de NBC News National et Jacqueline Charles du du Miami Herald. et Laura En Strickler anglais. de NBC News National. Quelle est la raison qui explique la variation importante des cas en Haïti? Et Jacqueline Charles en anglais dit également. Et quelles sont les tendances d'hospitalisation en Haïti et date de confirmée de réception des premiers vaccins? Est une assistance internationale dans ce pays? Nous avons entendu des dates comme juillet pour l'arrivée des vaccins. Oui, je vais commencer peut-être avec les 2 premiers aspects de la question. Je crois que le professeur Barbosa parlera de la question des vaccins. Les données sur la COVID-19 disponibles sur Haïti sont des données signalées par le ministère de la Santé haïtien, MSPP, ministère de la Santé publique et de la population. Certaines données ont été signalées en retard par le pays et quelquefois n'ont pas du tout été signalées. Quand ces données sont publiées, on voit 0 cas ou 0 mort. Ceci ne reflète pas, signifie pas forcément qu'il n'y a eu aucun cas, et seulement qu'aucun cas n'ont été signalés à la date donnée. Cela explique les fluctuations des chiffres. Par conséquent, ce qui est de la question de Mademoiselle Charles, j'aimerais signaler de nouveau les inquiétudes de l'OPS en ce qui concerne l'évolution de la situation épidémiologique en Haïti ces dernières semaines.
ainsi que notre directrice Carissa Etienne l'a dit lors de ses remarques en introduction, nous sommes inquiets des tendances à la hausse des hospitalisations en Haïti. Les cas sont en augmentation, surtout à Port-au-Prince. Les hôpitaux commencent à être surchargés. Il faut également signaler que la détection de 2 variants inquiétants par le laboratoire de référence nationale. Dans ce contexte, le gouvernement haïtien a imposé un couvre-feu nocturne pendant avec une déclaration d'urgence sanitaire pour essayer de freiner l'épidémie de coronavirus. Mais il est également important de noter que le ministère de la Santé et le Centre Gasco et d'autres partenaires de la santé, comme des ONG dans le domaine de la santé, ont étendu leur capacité de test en laboratoire ce dernier mois, y compris avec l'aide de notre bureau à Port-au-Prince. Toutefois, le climat d'instabilité politique et la faible perception de risque par la population ont eu un impact négatif sur l'activité de contrôle et sur la surveillance de la circulation du SARS-CoV-2. Donc, j'espère avoir répondu aux 2 premiers ensembles de questions et je passe la parole au professeur Barbosa, directeur adjoint, pour qu'il réponde à au dernier aspect. Merci, Sylvain. Pour le vaccin, nous avons reçu les informations du gouvernement haïtien la semaine dernière, selon laquelle nous travaillons avec le gouvernement et le ministère de la Santé pour compléter les procédures administratives pour qu'ils reçoivent les 130 000 premières doses par le mécanisme COVAX. Haïti est un des 5 pays de la région qui n'ont pas besoin de payer pour ces vaccins. Ils vont recevoir ces doses gratuitement elles sont fournies par des donations, mais le pays doit adopter des mesures administratives pour garantir que le pays est prêt à recevoir ces doses. Et à l'heure actuelle, on ne peut pas le confirmer, mais ces vaccins devraient arriver en juin. Mais nous disposerons de ces données quand ces procédures administratives ont été finalisées et nous recevrons la date du vol de livraison de la part du fabricant. Merci à tous les deux. La question suivante nous vient de Anthony Boydell de Reuters. En anglais de Anthony Boydell. Pourquoi pensez-vous que le Mexique a réussi à éviter la 3e vague, bien qu'il l'ait en renoncer un petit peu à ces restrictions aux affaires et a permis les voyages de façon très permissive? Il faut prendre en compte le fait que le Mexique a signalé un pic important de transmission pendant les premiers mois de 2021. Ce pic est arrivé en janvier, suivant les fêtes de Noël, qui ont déclenché une moindre adhésion de la part de la population vis-à-vis des mesures de restriction. Donc, pendant le premier trimestre de 2021, les mesures préventives de restriction ont été prises et mieux appliquées, associées à des activités de communication qui ont repris également. Mais nous notons également qu'il y a une légère augmentation au Mexique associée à la reprise avec la venue des vacances de la Semaine Sainte, Semana Santa, et des mesures de prévention associées centrées sur les touristes. Certains secteurs avec Quintana Roo, Chihuahua, Maracaibo del Sur et d'autres qui ont reçu beaucoup de touristes ont observé une augmentation des cas. Les autorités sanitaires, les délégations du ministère de la Santé
ont visité l'État de Quintana Roo pour aider à la mise en place au point d'entrée des mesures sanitaires dans un contexte des réglementations sanitaires internationales. Il faut également prendre en compte la campagne de vaccination mexicaine. Les informations fournies par les autorités sanitaires indiquent que au 25 mai, 25 millions de doses ont été administrées à la population mexicaine en donnant la priorité les adultes de plus de 60 ans, les femmes enceintes, les professionnels de santé et des patients présentant des comorbidités. De plus, la vaccination aux adultes de plus de 50 ans a commencé début mai. Voici donc le contexte, c'est donc le contexte mexicain à l'heure actuelle. Une fois de plus, n'oubliez pas ce qui s'est passé plus tôt en 2021. Merci. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Chubit Herrera du Mercurio au Chili. Elle nous demande quand serait prête l'approbation du vaccin Sinovac, du laboratoire chinois Sinovac, le Coronavac, qui est la principale inoculation utilisée au Chili, où plus de 7,6 millions de personnes ont déjà terminé leur programme de vaccination, et quand il serait prêt, ceci en relation avec la nécessité d'avoir ce vaccin certifié par l'OMS-OPS pour pouvoir voyager dans les pays de l'Union européenne. Docteur Barbosa, merci de cette question. Les vaccins qui vont être utilisés par COVAX doivent tous avoir l'autorisation d'utilisation d'urgence de l'OMS. C'est un critère que doivent avoir tous les vaccins. Et en deuxième lieu, le mécanisme COVAX convoque tous les producteurs de vaccins qui veulent participer à ce mécanisme parce que ceci augmente la quantité de vaccins. Nous avons eu récemment un producteur du chinois qui a reçu l'autorisation d'urgence. Sinopharm doit encore nous envoyer des informations pour le comité qui évalue toutes les données d'un vaccin. L'OMS a un processus de travail, établi des groupes d'experts qui sont des autorités de réglementation des pays, comme en Europe, par exemple, EMA et aux États-Unis. Et là se passe un processus de révision. Le temps dépend des informations que le producteur fournit pour pouvoir compléter l'analyse. Par conséquent, nous n'avons pas une date encore parce que on fait une évaluation, on demande plus d'informations de quelque chose qui n'était pas très bien défini dans les études. Nous espérons que ceci se passe le plus rapidement possible, mais le temps nécessaire pour obtenir toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la qualité, de la sécurité et à l'efficacité du vaccin. Et nous sommes en plein processus et nous espérons que dans 2 semaines environ, la décision de l'OMS sera prise, mais nous ne pouvons pas encore prévoir de délai. Merci, docteur. Nous arrivons à la fin de notre séance de conférence de presse d'aujourd'hui. Plusieurs questions liées au mécanisme COVAX et à la livraison des vaccins dans la région en anglais. Doctora Etienne. Quelle est la situation pour les donations et les livraisons du vaccin fourni par le mécanisme COVAX? Nous savons que cet accès au vaccin est très important pour la région. Nous sommes contents de vous annoncer que près de 100 000 doses du vaccin AstraZeneca sont arrivées à El Salvador hier et que 140 000 autres doses d'AstraZeneca et de Pfizer sont en route vers la Bolivie, la Grenade et Saint-Vincent et les Grenadines, et où elles devraient arriver
dans les prochaines 24 heures. Nous sommes également contents d'apprendre que, suivant la résolution de débat en cours, les premiers vaccins contre la COVID-19 arriveront à Haïti dans les semaines qui viennent. Ces doses sont tout à fait nécessaires vu que Haïti connaît une accélération rapide de ces cas et les autorités sanitaires ont déclaré une urgence sanitaire. Bien que nous soyons contents de voir arriver ces doses grâce au mécanisme COVAX dans notre région, et il existe encore des manques criants dans l'accès aux vaccins. Plusieurs pays de notre région signalent un record de cas hebdomadaires et de morts. Nos hôpitaux sont pleins et de nombreux patients ne reçoivent pas les soins dont ils ont besoin désespérément. Cependant, dans une région de près de 700 millions de gens, seulement donc 37 millions étaient complètement vaccinés contre cette maladie. Je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est tout à fait inacceptable et cela montre combien les inégalités durables sont maintenues avec la lenteur du déploiement de ces campagnes de vaccination. Alors que les pays riches de notre région étendent leur campagne de vaccination, les pays les plus touchés sont laissés pour compte. Donc, nous continuons à exhorter la communauté mondiale de nous aider à augmenter la couverture de la vaccination dans les Amériques. Dans le court terme, vu que les fournitures, les doses sont limitées, les donations sont notre meilleure chance de réduire ces manques. L'Espagne a généreusement accepté de donner 5 millions de doses de vaccins et 5 à 10% de sa fourniture pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Nous sommes également très reconnaissants vis-à-vis du gouvernement du Canada qui a promis 50 millions de dollars canadiens pour nous aider à étendre la vaccination dans notre région. Et nous avons été encouragés par le gouvernement nord-américain qui a promis de donner 80 millions de doses à des pays dans le monde entier. Et nous espérons que la plupart d'entre ces doses seront acheminées dans les pays voisins de l'Amérique latine et des Caraïbes. Les mois prochains, quand l'offre de vaccins va augmenter et va atteindre le niveau de la demande, nous espérons que les fabricants, les donateurs et les pays se rappelleront de ce principe d'équité. Un déploiement équitable de la vaccination va donner la priorité aux gens qui sont les plus exposés et c'est un impératif moral. Les mesures de santé publique continuent à être importantes pendant ce temps-là et vont permettre de contrôler l'épidémie et à protéger les vies. S'il vous plaît, lavez-vous les mains fréquemment, maintenez la distanciation sociale et portez un masque. C'est l'intervention qui est la plus disponible pour nous et qui s'est montrée efficace. Donc, laissez-moi vous remercier une fois de plus et très certainement, nous allons agir ensemble. Je vous repasse la parole, Sébastien. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Maintenant, nous arrivons à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Rappelez-vous que vous pouvez trouver plus d'informations au sujet de la COVID-19 sur la page web de l'OPS et nous avons également des informations tous les jours, actuelles, tous les jours. À nouveau, merci beaucoup et nous continuons à prendre soin de nous. Merci.